Salut à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi vous ne devez jamais faire confiance à votre banquier, que ce soit pour un projet entrepreneurial et même ça vaut aussi pour l'achat de votre maison par exemple. Bon, l'idée de la vidéo d'aujourd'hui c'est de vous expliquer comment financer au mieux vos projets et surtout de vous éviter de tomber dans des erreurs qui sont faites par pas mal de gens. Je vous parle de ça aujourd'hui parce qu'une des personnes que j'accompagne dans le cadre de mon accompagnement Patreon pour les créateurs d'entreprises a eu ce problème-là de faire confiance à son banquier par erreur. Et donc moi, j'aimerais bien vous expliquer comment éviter de tomber dans ce truc-là. Première chose à comprendre, le banquier, il est souvent présenté comme un expert de l'entrepreneuriat ou comme un expert de l'immobilier, etc. Mais les banquiers sont avant tout des généralistes. Vos conseillers financiers, ce sont des gens qui sont là pour vous expliquer quels sont les tenants et les aboutissants des différents produits qu'ils ont dans le catalogue. Ils ont une connaissance superficielle de la plupart des produits bancaires qu'ils vont vous proposer et ils sont rarement vraiment experts d'un domaine particulier. Des vrais experts de l'entrepreneuriat, ils créent des entreprises. Ils ne deviennent pas conseillers financiers dans une banque. Donc, comprenez bien, ou alors ils bossent dans des programmes d'accompagnement, voilà. Typiquement, moi, demain, je pourrais être peut-être un bon conseiller financier pour les chefs d'entreprise, mais jamais les banquiers embaucheront un profil comme le mien. Il faut avoir fait une école de finance, etc., etc. Et jamais ils auront les moyens de me payer. Comprenez bien. Donc, le conseiller financier que vous avez en face, c'est quelqu'un qui est, on va dire, un cadre de niveau intermédiaire ou un cadre de bas niveau. C'est pas du tout quelqu'un qui est apte à comprendre à 100% un projet professionnel. Pour l'immobilier perso, ils sont sûrement un peu plus rodés parce qu'ils traitent beaucoup plus de dossiers. Mais des fois, si vous tombez sur un débutant ou sur quelqu'un qui n'est pas, on va dire, le couteau le plus affûté du tiroir, vous allez avoir le même genre de problématique. Donc, voilà, comprenez bien ça. Et deuxièmement, le conseiller financier est rarement décisionnaire sur un projet. En général, il va présenter le dossier soit au responsable d'agence, soit un responsable local, soit un responsable départemental, voire régional. Et c'est ces comités d'études-là qui vont étudier votre dossier. Donc même si lui est convaincu, à partir du moment où il n'est pas capable de vulgariser à sa hiérarchie et d'expliquer à sa hiérarchie ce que vous avez été capable de lui expliquer, de lui vulgariser, il ne va pas pouvoir défendre votre projet. Et donc, votre projet ne va pas passer quand bien même lui soit convaincu. Il faut non seulement qu'il soit convaincu, mais aussi que le dossier qu'il est constitué avec votre aide soit capable de convaincre les éventuels décisionnaires. Et sachant que parfois, le conseiller financier local va préférer vous dire non purement et simplement que de passer pour un con en présentant votre projet et en ne sachant pas l'expliquer. Lui, il prend moins de risques professionnellement en vous disant non, non, ça rentre pas, et puis en passant à autre chose, que en défendant votre projet bec et ongle, avec le risque qu'il se plante derrière, avec le risque surtout qu'il n'arrive pas à le financer et qu'il passe pour un con devant sa hiérarchie parce qu'il n'arrive pas à défendre le projet alors qu'il vous a dit que a priori ça passe, et aussi devant vous après. Donc la marge de manœuvre de votre conseiller financier est pas terrible. Et ça, il faut bien le comprendre. Et donc vous, votre mission en tant que personne qui recherche un financement, c'est de constituer le dossier le plus propre, le plus carré et le plus facile à défendre pour lui, pour qu'il passe pour quelqu'un d'intelligent vis-à-vis de sa hiérarchie. Et ça va lui faire plaisir. Donc, si vous avez des expériences où vous avez l'impression que le conseiller financier vous a fait des demandes à côté de la plaque, vous a fait des demandes un petit peu bizarres qui n'ont pas de rapport, etc., c'est souvent à cause de ça. C'est que lui, il essaye de blinder le dossier pour le présenter à sa hiérarchie et pour qu'il soit le plus carré possible. Et comme il ne connaît pas, il ne maîtrise pas votre secteur d'activité, etc., il va peut-être vous faire des demandes farfelues. Et il faut savoir que parfois, ces demandes ne sont pas légitimes. Donc plus vous êtes sûr de vous, plus vous arrivez avec un projet bien ficelé et plus vous arrivez avec des affirmations claires et nettes de pourquoi vous faites ça et pourquoi vous ne ferez pas autrement, plus ça va passer facilement. Alors, comment ça marche l'étude d'un dossier auprès d'une banque ? D'abord, il faut savoir qu'il y a des outils d'analyse automatique des dossiers. Des outils d'analyse automatique qui vont être basés sur des éléments factuels simples, basiques, qui sont par exemple le taux de fonds propres que vous avez. C'est-à-dire que sur un financement, imaginez que vous allez chercher 200 000 euros, par exemple, et que vous ayez
1000 euros de capital. Eh bien, évidemment que le banquier, il va pas vouloir vous financer votre projet. Il va se dire, ouh là là, ce projet, il est en rouge, attention, attention, ils vont pas l'étudier du tout. Peut-être qu'augmenter vos fonds propres, parfois artificiellement, ça va permettre de remplir des données différentes dans l'algorithme et ça va permettre de passer votre dossier de rouge à orange ou d'orange à vert. Et ça, il faut bien le comprendre. Et par exemple, il y a des choses qui sont simples des fois à faire et que je conseille souvent à pas mal des personnes que j'accompagne de faire, c'est d'inclure dans le capital de l'entreprise des apports personnels que souvent vous faites déjà sans les inclure. Et je vais vous donner un exemple idiot. Vous avez un véhicule que vous utilisez principalement, voire majoritairement pour le travail. Le valoriser, le mettre au capital de votre entreprise, ça permet d'augmenter les fonds propres que vous avez dans votre entreprise et donc de solidifier votre dossier bancaire. Et il y a plein de choses comme ça, des petites astuces qui peuvent être utilisées pour améliorer votre score. Voilà, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que comme je vous disais, votre banquier c'est un intermédiaire. Donc ce qu'il faut faire, c'est lui présenter les choses les plus claires possibles, les plus simples possibles à comprendre. Il ne faut pas que vous vous fassiez plaisir en ayant un business plan ultra complexe avec 50 pages et avec plein de choses super pointues à l'intérieur, parce qu'il ne va pas avoir le temps de le lire. Sa hiérarchie, les comités d'études ne vont pas avoir le temps de le lire dans le détail, ils vont le passer assez superficiellement. Et si c'est pas clair, ils vont préférer ne pas vous financer. Donc il vaut mieux 10 pages très claires, très simples, très basiques. Éventuellement en annexe, vous mettez des tableaux que vous avez utilisés pour construire tout ça, etc. s'ils veulent creuser. Mais il faut faire une très bonne première impression, non seulement à la personne qui va défendre votre projet auprès de sa hiérarchie, mais aussi aux gens qui vont simplement l'avoir entre les mains. Donc faire un joli projet avec une petite page de garde, quelques pages très très claires, et sans aller plus loin, ça peut être beaucoup plus efficace que de faire un document avec plein de tableaux, plein de détails de calcul, etc., qui ne va pas forcément les convaincre beaucoup à la fin. Tout ce que ça va dire, c'est « oh là là, c'est compliqué ». Et il faut savoir qu'ils étudient les dossiers très superficiellement. C'est assez rapide, ils étudient beaucoup de dossiers. Et donc, si votre projet est complexe, ils vont avoir du mal à le financer. Et typiquement, les projets complexes, ça va être les projets où il y a plusieurs structures juridiques, où il y a quelque chose d'atypique. Donc, par exemple, moi, j'ai pas monté de projet avec une holding auprès d'un banquier. J'ai d'abord monté des entreprises et après, j'ai fait mon projet de holding. Mais si vous faites les deux d'un coup, pour le banquier, ça peut sembler compliqué. Dès que vous avez deux entreprises à financer, ça complexifie énormément le dossier. Et même parfois, si vous avez deux entreprises à financer, ça va impliquer qu'il y ait deux équipes qui vont prendre en charge l'étude. Par exemple, si vous avez une SCI pour financer un local et derrière une société d'exploitation qui va exercer votre activité, il va y avoir peut-être une équipe spécialisée immobilier qui va traiter votre projet de SCI et une équipe spécialisée entrepreneuriat qui va gérer l'autre, et ils vont devoir dialoguer entre eux, donc ça complexifie le système. Donc pour eux, ça, c'est quelque chose de compliqué. Des fois, c'est très pertinent de le faire, hein. Voilà, ça peut être bien de monter d'abord l'exploitation en louant pendant 1 an ou 2, puis de monter le projet d'achat avec la holding. Et comme ça, vous justifiez auprès du banquier que votre exploitation marche et vous faites l'achat dans un second temps. Donc découper le projet en deux, ça peut être ultra pertinent dans certains cas. Les banquiers n'aiment pas le risque. Donc, si vous arrivez avec un petit projet relativement, voilà, vous arrivez avec une demande de 20 000 euros et vous en apportez 5 000, ils vont vous financer sans problème. Moi, c'est ce que je fais très souvent. Je fais des demandes de financement de 20, 30, etc., quitte à en faire une tous les 2 ans. Là, en ce moment, si vous voulez tout savoir, j'ai 5 crédits en cours, dont 2 d'immobilier et 3 professionnels, que je peux rembourser tout de suite, en fait. Mais comme les taux étaient plutôt bas et qu'aujourd'hui les taux d'intérêt sont plutôt hauts, je prends la trésor d'un côté, je la place de l'autre, et voilà. Mais en fait, ça, les banquiers, ils aiment bien. Ils aiment bien qu'on arrive avec des projets, on leur dit, bah, tiens, je finance tel petit machin, hop. Alors que quand on finance une grosse entreprise d'un coup sans avoir le chiffre d'affaires qui rentre en face, pour eux, ça paraît risqué. Bon, évidemment, il y a des cas où c'est pas possible. Mais dans les cas où c'est pas possible, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est d'aller chercher des garanties, d'aller chercher des financements alternatifs et que le banquier soit un parmi de nombreux financements. Et ce qui est super important à faire, c'est quand vous montez le dossier, vous devez consulter plusieurs banquiers.
peu importe que vous ayez l'habitude de travailler avec votre banquier, que voilà, qu'il vous ait financé votre maison, etc., etc. Il faut aller financer plusieurs banquiers. Et les banquiers dont vous n'êtes pas client vont parfois être plus enclins à financer votre projet pro parce que pour eux, c'est le moyen de vous mettre le grappin dessus et c'est le moyen de faire passer des choses perso à vous dans leur banque. Donc, jouez de ça auprès des banques que vous allez voir, des banques secondaires, entre guillemets, que vous allez voir en leur disant, ben, si vous me faites une très bonne offre, voilà, j'ai mon crédit IMO chez la concurrence, on peut le rapatrier chez vous, ça c'est légal, vous pouvez le faire. Et d'un autre côté, c'est le bâton pour votre banquier actuel en lui disant, bon, je consulte certains de vos confrères, c'est tout à fait normal, personne ne va vous engueuler parce que vous consultez ses confrères, donc vous lui dites, voilà, je vous consulte vous, je consulte certains confrères au cas où, voilà, ça passe pas chez vous. Sous-entendu, lui, il va très bien, vous n'êtes pas obligé de lui dire, il va très bien comprendre le message que si tu veux garder les parties rentables qui t'apportent de la prime, toi, à titre personnel, dans ton portefeuille client, il faut peut-être que tu lâches un peu du lest et que tu prennes un peu de risque sur ce projet-là. Donc, allez toujours chercher 3-4 banquiers différents et pourquoi pas passer par un courtier. Ça peut être super efficace, mais c'est exactement le même principe que les conseillers financiers. Si vous tombez sur un bon courtier qui a l'habitude de traiter des projets comme les vôtres, il fera sûrement le boulot. Si vous tombez sur un courtier qui a l'habitude de gérer par exemple des projets immobiliers et que vous, c'est une SCI plus une société d'exploitation, c'est probable qu'il ne vous trouve pas des bonnes conditions de financement, voire qu'il ne vous trouve pas de financement du tout. Donc lui, la différence, c'est qu'il est payé s'il est efficace, donc il va y mettre de l'énergie, mais s'il sent que ça ne va pas passer, il va ne mettre rien du tout. Voilà, parce qu'il ne va pas vouloir investir de l'énergie là-dedans s'il croit que ça ne va pas passer. Alors, ce qui est super important, c'est que si vous allez chercher des financements importants, on va dire de l'ordre de 100 000 euros ou plus, il faut se faire accompagner. Il faut vous faire accompagner. Moi, je peux vous accompagner. Vous avez mon programme d'accompagnement sur Patreon, n'hésitez pas à aller voir. Bon, vous avez plein d'autres gens aussi qui peuvent vous accompagner. Et il faut aller chercher des ressources qui ont l'habitude de monter ces projets-là. Donc, vous avez BGE, la CCI, des trucs comme ça. Franchement, moi, je conseille moyennement. Encore une fois, ça dépend des conseillers. Donc, si vous tombez sur le bon conseiller, évidemment qu'il y a des CCI où il y a des bons conseillers. Mais attention, dès que votre projet il sort un peu des clous, dès qu'il sort un peu des sentiers battus, ça peut être compliqué. Tout financement complémentaire qui peut vous apporter de la crédibilité, c'est super efficace. Donc, il y a quoi là-dedans? Il y a les crowdfunding, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Si vous arrivez à faire un crowdfunding, si vous voilà, montez une usine de casquettes, j'en sais rien, et que vous faites un crowdfunding où vous avez 10 000 personnes qui préachètent vos casquettes, ça, pour un banquier, c'est un feu vert très intéressant et ça vous apporte des fonds propres supplémentaires dans votre projet. Vous avez l'investissement par des tiers. Et ça, les business angels, j'ai fait une vidéo comment moi j'investis dans des petits projets. Ben, vous trouvez des gens dans votre entourage qui aiment étudier les petits projets. Vous allez voir une cigale, vous allez voir un club d'investisseurs quelconque, vous allez voir le réseau France Angel et vous regardez si des gens sont prêts à étudier le projet pour vous et à investir peut-être quelques pourcents dans votre capital, ça c'est un élément de crédibilité très important parce que le banquier, votre conseiller financier et le comité d'engagement, ils ont conscience souvent qu'ils ne sont pas des professionnels. Ils ont conscience qu'ils ne connaissent rien à l'entrepreneuriat. Voilà, ils essayent de vulgariser au max, ils essayent de coller au maximum aux besoins des entrepreneurs, ils savent qu'ils ne savent pas le faire. Quand vous avez des chefs d'entreprise aguerris, quand vous avez des chefs d'entreprise qui ont pignon sur rue, etc., et qui croient en votre projet, c'est un feu vert très important pour eux. Ça va augmenter largement la crédibilité de votre projet. Et après, évidemment, vous pouvez choisir des solutions de financement alternatives. Vous avez notamment les plateformes de financement participatif en prêt en capital ou en investissement en capital ou en prêt aux entreprises, des trucs comme October, etc. Bon, ça peut être pas mal, mais il faut savoir que ça coûte très cher et que c'est pas facile à mettre en place. Donc, à étudier, ça dépend très fortement de la nature de votre projet. Il faut savoir aussi que les banquiers, ils ont des calendriers en interne, et donc la manière dont vous collez à leur calendrier va impacter l'étude de votre dossier. C'est-à-dire que voilà, ils vont avoir des comités d'engagement mensuels, trimestriels, ils vont avoir des solutions diverses et variées en fonction des moments.
Et parfois, il faut tomber au bon moment, tout simplement. Et ça, vous ne pouvez pas le prévoir à l'avance. Et en plus, ça dépend de chaque banque. Donc, la meilleure manière de tomber au bon moment, c'est d'aller chercher plusieurs banques. Si vous allez chercher 4 ou 5 banquiers, vous en avez forcément un qui est dans une période où il a besoin, entre guillemets, pour aller chercher sa prime de fin d'année ou sa prime trimestrielle, il a besoin de faire rentrer des dossiers rapidement. Et peut-être que ça va aider votre projet. A contrario, s'il y en a un qui est dans une phase où il va bientôt être muté ou des trucs comme ça, peut-être qu'il va moins travailler votre dossier. Et dernier conseil, il faut savoir pitcher ton projet. Absolument. Il faut savoir présenter ton projet rapidement et il faut savoir donner des éléments de langage récurrents que tu vas répéter, que tu vas mettre dans tes documents pour que ton banquier les enregistre et puisse les utiliser auprès de son comité. Donc voilà, ça c'est très important de s'entraîner à présenter son projet, d'être fluide, de présenter votre projet à plein de gens qui sont en dehors du secteur bancaire pour aller ensuite le présenter à votre banquier. Et c'est pour ça que dans le process, moi ce que je fais en général, c'est que bon, je m'entends très bien avec mon banquier, j'ai un conseiller financier pro qui me suit depuis une dizaine d'années où ça se passe très bien. Des fois, il y a des projets où ils m'ont pas financé et où, en gros, en 24 heures, je savais que je ne serais pas financé, quoi. Moi, j'aime bien quand les banquiers me font pas traîner. Bon. Mais ça peut être bien d'aller voir d'autres banquiers avant, en fait. Moi, c'est ce que je fais. Je vais voir des banquiers que je connais pas, je leur présente le projet, voilà, on discute, etc. Et je vais voir vers le milieu mon banquier à moi. Comme ça, j'ai déjà un petit peu éprouvé mon discours. Allez voir voilà, des comités, des financeurs divers et variés en parallèle et affiner votre discours et savoir bien le présenter, ça peut être super intéressant. Et sinon, voilà, vous pouvez vous entraîner auprès de personnes de votre entourage, de clubs de créateurs d'entreprises, etc., pour affiner votre discours aussi. Et ça, c'est super intéressant d'être capable de bien vulgariser votre projet. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le financement des projets aujourd'hui. Si ça t'a intéressé, mets un pouce bleu, mets un commentaire, je peux dire cheminer en commentaire. Il y a un Patreon, soit pour me soutenir, soit pour rejoindre mon programme d'accompagnement si cette vidéo t'intéresse beaucoup, t'interpelle et si tu penses que tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à monter le projet, n'hésite pas, je suis là. Si rien de tout ça t'intéresse, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée.